Le dernier refuge. Damien Foster, ancien rangé, n'avait plus rien. Pas un billet, pas un avenir clair, rien d'autre qu'un vieux camion, un chien fidèle et un rêve trop usé pour encore se croire possible. Son dernier dollar venait de s'envoler dans l'achat d'une cabane isolée, décrite comme « rustique » sur le site d'enchères du comté, un mot qui cachait souvent la ruine derrière une façade de romantisme. Quand il poussa la porte grinçante de ce qu'il espérait être un nouveau départ, une détonation sèche déchira le silence. Une arme, pointée droit sur son visage. Une femme enceinte, les mains tremblantes mais le regard d'acier, tenait le fusil. Son nom, il l'apprendrait plus tard, était Vanessa. Avant même qu'il puisse parler, un mouvement foudroyant fendit l'air, Chief, son chien, jaillit comme une flèche, une masse de muscles et de poils tendus par l'instinct. Un grondement guttural s'échappa de sa gorge, un avertissement sauvage prêt à éclater en attaque. Mais soudain, quelque chose d'inexplicable se produisit. Vanessa baissa lentement le canon. Et aussitôt, le loup dressé s'arrêta net. Le grondement mourut dans sa poitrine. Chief s'approcha d'elle, sans crainte, et posa doucement sa tête contre sa main tremblante. Damien resta figé. Chief n'obéissait à personne d'autre. Jamais. Ce chien, son frère d'armes, son unique confident, ne reconnaissait qu'un maître, lui. Et pourtant, là, dans cette clairière perdue du nord de l'Idaho, il laissait une étrangère, une femme enceinte venue de nulle part, poser sa main sur son front comme s'il l'avait toujours connue. Alors Damien remarqua la chemise qu'elle portait. Une vieille flanelle usée, familière, presque douloureusement reconnaissable. Celle que son frère James portait le jour où il avait disparu. Son cœur se serra, et le monde, un instant, sembla se fissurer sous le poids de trop de mystères. L'histoire avait commencé bien avant ce face-à-face. Le moteur de son vieux pick-up râlait sous la charge d'une vie compressée dans 10 pieds de remorque. À travers la boue des sentiers que la carte du comté osait encore appeler une route, Damien avançait lentement, avalé par les pins du Panhandle de l'Idaho. Il serrait le volant si fort que ses jointures blanchissaient. 40 ans, mais le visage en portait 50. 3 mois de malheur avaient gravé dans ses traits ce que 10 ans de guerre n'avaient pas réussi à faire. Ses cheveux bruns, autrefois rasés selon la discipline rangée, tombaient maintenant sur son front, striés de gris. Ses yeux, creusés par les nuits sans sommeil, avaient la dureté de ceux qui ont trop vu et trop perdu. Sur le siège passager, Chief, son berger allemand au pelage argenté et blanc, observait la route avec une vigilance presque humaine. Ancien chien K9, discipliné, solide, silencieux. Il ne demandait rien, ne pleurait jamais, ne quémandait pas d'affection mais son regard suffisait. Entre eux, il n'y avait ni mots ni gestes inutiles, seulement un pacte forgé dans le service, la solitude et la survie. On y est presque, mon vieux, murmura Damien, la voix rauque. Chief ne bougea pas, mais ses oreilles frémirent. Toujours sur le qui-vive. Toujours en alerte. Le cliquetis du crochet de la remorque résonnait comme une ironie cruelle. Là-dedans, il n'y avait plus que le peu qu'il possédait, quelques outils, des vêtements, 3 photos rescapées des saisies bancaires, et le drapeau américain plié en triangle, celui qui avait recouvert le cercueil de son père. Tout le reste, la maison, l'entreprise familiale Foster Brothers Construction s'était effondrée. Dévorée par les créanciers, les avocats, et les promesses non tenues. Mais le véritable effondrement avait commencé le jour où James était mort. 3 mois plus tôt, son frère, son cadet, son opposé lumineux avait quitté la route, seul, dans la nuit claire. Un accident, disait le rapport. Damien avait cru mourir ce soir-là aussi. James, c'était le rêveur, le charmeur, celui qui parlait aux clients avec un sourire contagieux pendant que lui, Damien, bâtissait les murs. Il faisait tourner la société avec son optimisme désarmant, et Damien n'avait compris qu'après coup combien cet optimisme était une force vitale, un ciment invisible. Après les funérailles, Damien avait tenté de sauver les ruines de l'entreprise. Mais les chiffres s'effondraient comme des dominos. Il avait trouvé des anomalies, des retraits étranges, des dettes qu'il n'avait jamais contractées. Des clients mécontents dont il ignorait jusqu'au nom. Tout indiquait que James, sous ses airs de léger, avait porté seul un fardeau bien plus lourd qu'il ne l'avait laissé paraître. Et sans lui, tout s'était écroulé. Alors Damien avait pris le peu qu'il restait et misé sur un ultime pari, une cabane isolée, achetée aux enchères, vue seulement sur une photo floue d'il y a 10 ans. Il n'espérait plus de miracle. Juste un endroit où fuir le bruit du monde. Un lieu pour reconstruire ou s'éteindre en paix.
Quand le camion gravit la dernière pente et que la forêt s'ouvrit sur une clairière envahie de mauvaises herbes, Damien coupa le moteur. Le silence tomba d'un coup, presque hostile. Voilà, souffla Théil. C'est ici. Devant lui, la cabane se dressait, ou plutôt s'effondrait sur elle-même. Ce n'était pas un refuge, mais un squelette de bois rongé par le temps. Le porche penchait dangereusement, soutenu par des poutres pourries. La façade, couverte de mousse verte, semblait malade. Une fenêtre béante avait été rebouchée avec un sac poubelle déchiré, qui claquait faiblement sous le vent froid de l'automne. Une amère déception monta en lui. Il avait parié son dernier dollar sur une illusion. Il resta assis là, les mains sur le volant, incapable de bouger. La discipline militaire lui hurlait évaluer, s'adapter, surmonter, mais l'homme civil, brisé, voulait simplement faire marche arrière et disparaître. Il ferma les yeux, inspira profondément, puis ouvrit la portière. Allons voir les dégâts. Ses bottes s'enfoncèrent dans la boue. L'air sentait la résine, la pluie et le froid. Il se tourna vers Chiff. Viens, mon grand. Mais le chien ne bougea pas. Damien siffla 2 notes brèves, leur signal d'entraînement. Chiff resta immobile, les yeux rivés sur la cabane. Un grondement sourd monta de sa poitrine, à peine perceptible mais chargé d'une tension glaciale. Damien s'immobilisa à son tour. Il connaissait ce son, ce n'était pas un simple avertissement. C'était la certitude du danger. Les poils du dos du chien se hérissèrent lentement, formant une crête d'acier vivant. Ses narines frémissaient. Son regard s'était fixé sur la maison avec une intensité presque surnaturelle. Chiff n'était pas nerveux par nature. C'était un soldat. Il ne signalait que ce qu'il voyait, ce qu'il sentait, ce qui existait. Et s'il réagissait ainsi, c'est qu'il y avait quelque chose. Damien sentit l'adrénaline lui revenir, cette lucidité froide que la guerre avait imprimée dans ses veines. Il posa machinalement la main sur sa hanche, là où son arme se trouvait autrefois. Rien. Juste un réflexe inutile. « Qu'est-ce que tu vois, mon pote » murmura-t-il. Ses yeux fouillèrent la clairière. Les pins semblaient immobiles, aucune ombre ne bougeait. Le vent seul faisait danser les herbes hautes. Pourtant, Chiff restait figé, prêt à bondir. Son grondement se transforma en un avertissement clair, précis, menaçant. Damien suivit la direction de son regard. Pas vers la porte. Pas vers les fenêtres brisées. Mais plus haut. Là, au sommet de la cheminée de pierre fendue, une mince colonne de fumée s'élevait dans le ciel gris. Fine, pâle, mais bien réelle. Son cœur se mit à battre plus fort. La cabane n'était pas vide. Quelqu'un vivait là. Quelqu'un utilisait son bois, son foyer et le dernier refuge qu'il croyait sien. Le vent souffla entre les pins, mais le silence, derrière, demeura total. Un silence plein, dense, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Ce fut à cet instant que tout bascula. Dans ce moment suspendu entre la peur et la survie, entre le désespoir et le mystère, Damien Foster comprit que cette cabane n'était pas seulement un abri pour fuir le passé. C'était une rencontre. Avec une inconnue enceinte armée d'un fusil. Avec un chien qui obéissait à un instinct plus ancien que la guerre. Et peut-être, avec quelque chose d'invisible, tapi dans le bois pourri et la fumée grise, une vérité enfouie depuis longtemps, attendant qu'un homme brisé vienne la réveiller. Le grondement sourd du chien vibrait dans la poitrine de Chiff, un avertissement primal. La main de Damien, posée sur la portière du vieux pick-up, glissa par réflexe vers sa hanche, vers ce vide familier où autrefois reposait son arme de service. Ce poids fantôme, il ne l'avait jamais vraiment oublié. Il inspira lentement, serra le poing, puis relâcha la tension. Contrôler l'animal d'abord. Chiff, calme, murmura-t-il, d'une voix basse, presque un souffle. Le grognement ne cessa pas, mais se fit plus grave, plus intérieur. Une vibration profonde que Damien sentit davantage qu'il ne l'entendit. Le chien demeura figé, une statue de muscles tendus et d'attention absolue. Damien sortit du véhicule en silence, gardant la carrosserie entre lui et la cabane. Son instinct de rangée, enfoui sous des mois de deuil, de paperasse et de solitude, ressurgit comme un réflexe vital. Il se déplaça accroupi, ses bottes glissant sans bruit sur la terre humide. Plutôt que d'approcher la porte, il la contourna, se faufilant derrière les buissons envahissants jusqu'à ce que son dos touche les rondins moussus du mur latéral. Il écouta. Rien. Pas de voix. Pas de mouvement.
Seulement le crépitement lointain d'un feu. Il se glissa jusqu'à l'angle du mur et jeta un œil. La porte d'entrée, de vieilles planches de pin épaisses, pendait légèrement ouverte. Imprudence ou désespoir. Damien retint son souffle et s'avança. 3 pas rapides, silencieux. Le porche gémit sous son poids. Sa main se posa sur le bois humide. Lorsqu'il poussa, les gonds rouillés hurlèrent dans l'air froid un cri métallique qui déchira le silence. Il eut un sursaut, s'attendant presque à la détonation d'un coup de feu. « Ne bougez pas !» cria une voix féminine, aiguë, tremblante, saturée de panique. Damien se figea dans l'encadrement. À moitié dehors, à moitié dedans. Ses yeux, habitués à la lumière grise du jour, mirent un moment à s'ajuster à la pénombre. L'air sentait la fumée, le bois pourri, et la peur. Dans un coin, près d'une cheminée de pierre mal conçue, se tenait une jeune femme. 25, peut-être 28 ans. Ses cheveux noirs, emmêlés, encadraient un visage pâle et fatigué. Ses yeux, immenses, trahissaient la terreur pure. Mais ce ne furent ni sa jeunesse ni sa peur qui clouèrent Damien sur place, ce furent les 2 choses qu'elle tenait. Dans une main, un vieux fusil à pompe, pointé directement sur sa poitrine. Dans l'autre, sa paume pressée contre le haut de son ventre rond, gonflé, fragile. Elle était enceinte. Très enceinte. Ses mains tremblaient si fort que le canon du fusil dessinait de petits cercles erratiques dans l'air. Damien comprit immédiatement, elle était plus dangereuse qu'un soldat armé. Un professionnel contrôle sa peur. Une femme paniquée pouvait tirer sans le vouloir. « Madame » dit-il doucement, gardant la voix basse et stable. Il leva lentement les mains, paumes ouvertes, montrant qu'il n'était pas armé. « Je ne vais pas vous faire de mal. » Dehors, un aboiement éclata, sec, tranchant. Chiff. Le chien avait senti la tension de son maître. La femme sursauta, un cri bref s'échappa de sa gorge, et son doigt se crispa sur la gâchette. « Faites-le taire !» hurla-t-elle. « Dites-lui de s'en aller. »« Il reste dehors, » répondit Damien, d'un ton ferme mais apaisant. « Il ne vous fera rien. S'il vous plaît, baissez le fusil. Je ne suis pas une menace. »« Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ?» cria-t-elle, la voix brisée. « Je m'appelle Damien Foster, » dit-il. « J'ai acheté cet endroit. » La phrase sembla la frapper de plein fouet. « Non, non, c'est impossible. Vous mentez. C'est un refuge ici. » « Je ne mens pas. Cet endroit a été vendu aux enchères du comté. » Il devait la convaincre, vite. « J'ai les papiers dans ma veste, » ajouta-t-il. « Je vais les sortir lentement, d'accord ? Ne bougez pas. » Le canon du fusil se redressa d'un coup. « Ce ne sont que des papiers, » jure-t-il. « Je ne vais pas vous faire de mal, ni à vous, ni à votre enfant. » Ses gestes furent lents, exagérés. Il ouvrit sa veste de toile, sortit les documents pliés et froissés. « Damien Foster, voyez ? C'est moi. » Sans avancer, il lança le paquet à mi-chemin entre eux. Les feuilles atterrirent dans un nuage de poussière. Elle fixa les papiers, puis son visage. Son souffle saccadé ralentit. Son esprit luttait contre l'évidence, cet homme n'était pas un envahisseur, pas un chasseur, juste un propriétaire. Le poids de la peur s'effondra d'un coup. Ses bras vacillèrent, le fusil retomba contre le sol. Elle chancela, s'effondra sur une chaise branlante. Le fusil glissa sur ses genoux. Ses yeux se vidèrent, son visage se défait. Le danger immédiat était passé. Damien inspira profondément, l'air froid brûlant ses poumons. Il entr'ouvrit la porte. Chiff, doucement. Le chien entra comme une ombre grise, silencieuse. Plus de grognements, mais sa posture demeurait tendue, les poils dressés. Il se plaça entre Damien et la femme, protecteur, vigilant. La femme Vanessa Brox, lut-il plus tard sur un vieux formulaire posé près de la cheminée, restait immobile, le regard vide, fixant le sol. Puis quelque chose d'étrange se produisit. Chiff cessa de grogner. Sa tête s'inclina, intrigué. Il fit un pas, puis un autre. Son attitude changea, plus de menace, seulement une curiosité confuse. Un petit gémissement monta de sa gorge. Chiff, fit Damien d'une voix d'avertissement. Le chien l'ignora. Il s'approcha lentement de Vanessa. Elle leva une main, réflexe de peur,
pour se protéger. Mais le chien s'arrêta, huma ses doigts tremblants, puis glissa sa tête sous sa paume. Un léger frottement, un couinement doux. Un geste d'affection. Damien resta figé. Chiff ne faisait jamais ça. C'était un chien de guerre, loyal jusqu'à la mort, qui tolérait à peine la compagnie d'autrui. Son regard passa du chien à la femme, puis à la chemise qu'elle portait. Une flanelle rouge et noire, trop grande pour elle. Un tissu usé, familier. Son cœur se serra. Il connaissait cette chemise. La petite déchirure en forme de L sur la manche gauche. La tache de peinture sur l'épaule. C'était la chemise préférée de James. Cette chemise, c'est celle de James, dit-il d'une voix creuse, plus une constatation qu'une question. Le visage de Vanessa se décomposa. Ses lèvres tremblèrent, et la digue céda. Il était mon petit ami, sanglota T.L. Il m'a dit de venir ici. Que je serais en sécurité. Qu'il fallait que je me cache. Damien sentit le monde basculer autour de lui. L'air devint lourd, irrespirable. Son frère. Son frère disparu, celui qu'il avait pleuré, celui dont il avait hérité les dettes, les regrets, les silences. Et voilà qu'il découvrait une femme enceinte, cachée dans une cabane pourrie, portant la chemise de cet homme qu'il croyait connaître. Chiff, son chien fidèle, réconfortait la compagne enceinte de son frère. Le choc se mua en colère froide. Un éclair de trahison. Pourquoi James avait-il caché cela? Le silence pesa entre eux. Vanessa pleurait, effondrée sur sa chaise. Chiff, lui, demeurait immobile à ses pieds, gémissant doucement, lien vivant entre deux âmes perdues. Enfin, Damien bougea. Sa colère, son incompréhension, tout cela resta là, suspendu. Devant lui se tenait une réalité qu'il ne pouvait ignorer, une femme terrorisée, enceinte, sans abri. Il inspira profondément et franchit le seuil. Ses bottes cognèrent le plancher déformé. Il referma la porte derrière lui. Le claquement du loquet résonna dans le silence un son étrangement définitif. Le froid s'infiltrait de partout. Le feu mourant dans la cheminée crachotait faiblement, projetant des ombres tremblantes sur les murs noircis. Damien resta debout un moment, observant la femme recroquevillée, le chien qui ne la quittait plus. Il ne savait pas encore comment, ni pourquoi, mais il comprit qu'à cet instant précis, sa vie venait de basculer une seconde fois. Le feu dans l'âtre n'était plus qu'un amas de braise fumante. « Il fait froid », dit Damien d'une voix plate. « Ce feu ne tiendra pas. » Vanessa leva les yeux vers lui. Son visage était maculé de larmes et de saleté, ses épaules rentraient comme si elle s'attendait à être chassée d'un instant à l'autre. Avant qu'elle ne puisse répondre, une rafale violente s'abattit sur la cabane. Toute la structure gémit, et le sac en plastique coincé dans la vitre brisée claqua comme un coup de feu. Damien la contourna, ses instincts de rangée reprenant le dessus. Il essuya du revers de la main une tache propre sur la vitre de l'autre fenêtre et regarda dehors. Ce qu'il avait pris pour une simple averse de neige s'était transformé en toute autre chose. Le monde avait disparu. Effacé par un mur tourbillonnant de blanc. Le vent n'était plus un murmure, mais un hurlement profond et plaintif, presque humain. « C'est une tempête », dit-il, sa voix tombant dans le silence glacé comme une pierre dans un puits. « Un vrai blizzard. Le sentier d'où je suis venu, il n'existe plus. » Il comprit soudain, ils étaient prisonniers. Pris au piège ensemble lui, cette femme qu'il ne connaissait pas, et les secrets que son frère avait laissés derrière lui. « Je dois récupérer mon matériel dans la remorque avant qu'elle ne soit ensevelie. Et il nous faut du bois. Tout de suite. » Il ouvrit la porte, laissant le vent s'engouffrer dans la pièce comme une bête enragée. Chiff, le chien, sentit le changement de ton et le suivit immédiatement. Dehors, Damien lutta contre la bourrasque. Ses mains s'engourdissaient déjà. Il détacha la remorque, la rapprocha du mur, puis en sortit une bâche, sa hache et son sac. Quand il revint, Vanessa n'avait pas bougé. Une silhouette pâle, figée au centre de la pièce. Chiff alla directement à elle et s'assit à ses pieds, levant vers elle un regard inquiet. Cette fidélité instinctive fit naître dans la gorge de Damien une rugosité qu'il n'essaya pas de cacher. « Il faut qu'on parle », dit-il, sans dureté, tout en fixant la bâche sur la fenêtre brisée. « Vous devez me dire toute la vérité. Pourquoi êtes-vous ici? De qui vous cachez-vous? Et surtout, pourquoi mon chien vous connaît-il » Vanessa serra ses bras autour de son ventre. Son regard restait fixé sur Chiff.
Il me connaît à cause de James, murmura-t-elle. James l'avait amené plusieurs fois à mon appartement. Il disait que Chief était la seule âme au monde en qui il avait une confiance absolue. Damien s'immobilisa. Le chien reposait maintenant sa tête sur le genou de Vanessa. Nous étions amoureux, poursuivit-elle, sa voix se raffermissant un peu. Mais nous devions le garder secret. Pourquoi, demanda Damien, bien que la réponse commençait déjà à peser dans son ventre comme un bloc de glace. À cause d'Adrian Wells. Le nom fit remonter en lui un souvenir amer. Wells. L'investisseur de Foster Brothers Construction, celui au costume hors de prix, au sourire trop blanc pour être honnête. James l'avait fait entrer dans l'entreprise, disant qu'ils avaient besoin de capitaux pour se développer. Damien n'avait jamais eu confiance en lui. Qu'est-ce que James a découvert? Vanessa frissonna, de froid ou de peur, il ne sut le dire. Il était plus intelligent que tout le monde ne le pensait, murmura-t-elle. Il a trouvé des irrégularités. Des transferts d'argent entre des projets qui n'existaient pas, des paiements vers des sociétés fantômes. Elle inspira difficilement. Il m'a dit que Wells se servait de Foster Brothers, de votre nom, pour blanchir de l'argent. Des millions. Damien sentit le sol se dérober sous lui. Tout s'emboîtait, les investissements désastreux, les clients furieux, la faillite soudaine après la mort de James. Ce n'était pas de l'incompétence. C'était un piège. Il avait peur, dit Vanessa, les larmes montant de nouveau. Pas pour lui. Pour moi, et pour ça. Elle posa une main tremblante sur son ventre arrondi. Il m'a dit que Wells n'était pas seulement un escroc de bureau. Il était dangereux. Vraiment dangereux. Alors James m'a caché. Elle regarda autour d'elle, les murs de la cabane, les poutres noircies. Il a acheté cette cabane il y a 2 mois, en liquide, sous un faux nom. Il m'a amené ici lui-même, avec des provisions. Il disait que c'était le seul endroit totalement hors réseau. Ses yeux imploraient maintenant Damien. Il allait tout révéler. Il voulait réparer les choses. L'amertume de Damien se dissipa, remplacée par une douleur sourde. James n'avait pas été imprudent. Il avait voulu les protéger. Et il en était mort. Il m'a laissé ça, dit Vanessa en sortant de sa poche un téléphone satellite lourd et gris foncé. Il m'a interdit d'utiliser mon portable. Ils peuvent te localiser, m'a-t-il dit. N'utilise que celui-là. Il n'y a qu'un seul numéro enregistré dedans. Damien reconnut immédiatement le modèle militaire. Quel numéro, demanda-t-il. Celui d'un homme nommé Henry Lawson. Un ami de James à l'université. Il m'a dit que c'était un agent du FBI. Le nom le frappa de plein fouet. Henry Lawson. Il l'avait rencontré autrefois, un type droit, sans détour. Il ignorait que James était resté en contact avec lui. Tu l'as appelé? Oui, le jour où je suis arrivé ici, il y a 2 semaines. Je lui ai raconté tout ce que James m'avait dit sur Wells, le blanchiment, tout. Son visage se décomposa. Il m'a cru. Il avait l'air inquiet, mais, il a dit que c'était compliqué. Qu'ils enquêtaient déjà, mais que ça prendrait du temps. Il m'a dit que Wells était protégé par ses avocats, ses juges, son argent. Il m'a ordonné de rester caché, de ne contacter personne, et d'attendre. Elle serra le téléphone contre elle. Mais ce n'était pas assez rapide. Le silence qui suivit était presque palpable. Le vent dehors hurlait comme une bête blessée, mais à l'intérieur, tout semblait figé. Ils étaient seuls. Le seul homme qui savait qu'ils existaient était enfermé dans la lenteur administrative d'un système incapable de les sauver. Et l'homme qui voulait leur mort était libre. Les heures suivantes passèrent dans une trêve glaciale et silencieuse. Damien utilisa la bâche et des planches du porche pour colmater la fenêtre. Il coupa le bois trouvé sous la remorque. Peu à peu, le feu reprit vie, répandant une lueur chaude dans la pièce. La nuit tomba. Le blizzard atteignit une violence effrayante. La cabane vibrait, le vent hurlait comme si le monde dehors s'effondrait. Et pourtant, à l'intérieur, une fragile paix régnait. Damien s'assit sur son sac, nettoyant le fusil que Vanessa lui avait donné. Elle, recroquevillée près du feu, était enveloppée dans un sac de couchage. Chief, couché entre eux, faisait la sentinelle, la tête sur ses pattes, les yeux ouverts. Soudain, le chien redressa la tête. Un gémissement bas et tendu monta de sa gorge. Damien s'immobilisa. « Qu'est-ce qu'il y a,
mon grand. En une seconde, Chief fut sur ses pattes, figé face à la porte. Ses poils se hérissèrent. Il ne grognait pas, il guettait, tout son corps vibrant d'alerte. Alors Damien l'entendit. Sous le rugissement du vent, un autre bruit, sourd et régulier. Le vrombissement d'un moteur haute performance, puissant et discipliné, luttant contre la neige. Chief aboya, un cri sec, urgent. Pas une question. Un avertissement. Damien attrapa le fusil et éteignit la lanterne. L'obscurité tomba, percée seulement par la lumière vacillante du feu. Il écarta la buée d'une vitre intacte et scruta dehors. À travers le rideau de neige, il les vit. Deux faisceaux d'un blanc éblouissant, perçant la tempête. Pas un camion. Trop haut, trop puissant. Deux énormes SUV noirs de luxe, avançant avec une aisance terrifiante. Il vit alors le reflet de Vanessa dans la vitre. Sa main se porta à sa bouche. « Non, non, c'est impossible », murmura-t-elle, reculant, le visage livide. « Comment a-t-il pu me retrouver ?» Les véhicules s'arrêtèrent net. Leurs phares balayèrent la cabane, inondant la pièce d'une lumière crue. Damien se tourna vers elle, le visage fermé. « Qui ?» Vanessa tremblait, les yeux écarquillés, presque absents. Adrian Wells. Les faisceaux des SUV découpaient les murs, projetant des ombres fantomatiques. La cabane semblait suspendue dans une clarté irréelle, comme une scène de théâtre avant le drame. Derrière lui, Damien sentit Vanessa se raidir. Un petit cri étranglé lui échappa. « Éloignez-vous de la fenêtre », ordonna-t-il, d'une voix basse et dure. Dehors, le hurlement du vent se mêlait maintenant à un autre son, celui du danger approchant. Et à cet instant, Damien sut que la véritable tempête ne faisait que commencer. Le vent hurlait comme une bête enragée autour de la cabane, faisant trembler les vitres fissurées et siffler les interstices du vieux bois. Va jusqu'au mur du fond, près de la cheminée. Reste accroupi, murmura Damien. Dehors, à travers la tourmente, on distinguait à peine le grondement régulier d'un moteur. Ce n'était pas un bruit de hasard, c'était le ronflement profond et assuré d'un véhicule de puissance, une respiration mécanique qui contrastait sinistrement avec le hurlement du vent. Puis vint un son sec, la portière d'une voiture se referma, lourde, métallique. Une seconde. Puis une troisième. Damien se plaqua contre le mur, juste à côté de la porte. Il tenait son fusil à pompe, canon baissé, mais prêt à tirer à tout instant. Il n'eut pas besoin de donner d'ordre à Chief. Le chien savait. Ses aboiements furieux s'étaient éteints pour laisser place à un grondement sourd, guttural, qui semblait résonner jusque dans les planches du plancher. Des pas lents. Lourds. Réguliers. La neige crissait sous des semelles épaisses. Ces hommes ne fuyaient pas la tempête, ils s'y déplaçaient comme s'ils la possédaient. Puis trois coups secs, précis, résonnèrent contre la porte. Ce n'était pas un martèlement agressif, mais une frappe polie, presque courtoise. Le genre de frappe qu'un invité emploierait. Et c'était précisément cela qui glaça le sang de Damien, la maîtrise. L'assurance. Il tourna la tête vers Vanessa. Elle était blottie contre la pierre froide de la cheminée, le visage aussi pâle que la neige qui s'amoncelait dehors. Il lui adressa un signe bref, puis inspira profondément avant de tirer sur la poignée. Un homme se tenait sur le seuil, immobile, parfaitement droit. Il semblait appartenir à un autre monde. Ses cheveux gris argentés, impeccablement coiffés, brillaient malgré la tempête. Son manteau en cachemire sombre était ouvert sur un costume taillé sur mesure. Ses chaussures, d'un cuir noir poli à la perfection, portaient déjà les traces du givre, un affront qu'il paraissait ignorer par pure volonté. Son sourire éclatant, d'une blancheur irréelle, n'avait rien d'humain. C'était le genre de sourire qu'on apprend devant un miroir, poli par des années de manipulation. Adrian Wells. C'était son nom, et il le portait comme un titre. Deux hommes se tenaient derrière lui. À sa gauche, jaune aride, maigre, nerveux, le regard vif d'un faucon. Ses yeux pâles balayèrent la scène, la fenêtre brisée, la toiture penchée, Damien, la cheminée, tout. À sa droite, Damon Scott, massif, taillé dans le roc, le cou épais, les épaules aussi larges que l'encadrement de la porte. Ses poings restaient enfouis dans les poches de sa parka. « Vanessa, ma chère. » lança Wells, sa voix claire, suave, d'une politesse étudiée. « Merci mon Dieu. Nous étions si inquiets. » Il fit un pas,
prêt à franchir le seuil, les yeux rivés sur Vanessa comme si Damien n'existait pas. Mais Damien bougea. D'un mouvement fluide, il se plaça en travers de la porte, son épaule bloquant toute entrée. Le fusil restait baissé, mais son regard était celui d'un homme prêt à tout. Wells s'arrêta, son sourire demeurant, mais son regard changeant. Un éclair d'agacement traversa ses prunelles bleues avant qu'il ne reprenne son masque charmant. « Et vous êtes » ? Damien Foster. « Je possède cette cabane. » Un bref silence. Puis Wells haussa les sourcils, feignant la surprise. « Vous la possédez ? » Je vois. Son ton glissa aussitôt vers la courtoisie mielleuse. « Monsieur Foster, enchanté. Adrian Wells. Je suis un ami de Vanessa, et l'ancien associé de son défunt compagnon, James. » Il inclina légèrement la tête vers Vanessa, qui se recroquevillait davantage, fuyant son regard. « Nous la cherchons depuis des semaines. Elle n'est pas dans son état normal, je le crains. » Un frisson parcourut Damien. Ce n'était pas le vent, ni la peur. C'était autre chose. Une conviction instinctive, viscérale. Il regarda Wells, son visage lisse, sans émotion. Les deux gorilles derrière lui, parfaitement immobiles. Puis Vanessa, tremblante, enceinte, vêtue de la vieille chemise de James, son frère. Alors tout changea en lui. La rancune, la colère, le sentiment d'abandon qu'il nourrissait envers James, tout s'évapora. À cet instant, rien d'autre ne comptait. Son frère avait caché cette femme. Et cet homme, ce Wells, en était la raison. Son rôle devint clair. Pas celui d'un ex-homme d'affaires ruiné, mais celui d'un soldat, d'un protecteur. Son corps se redressa, son regard se durcit. Il planta ses pieds dans le vieux plancher. « Elle me semble aller très bien, » répondit-il d'un ton calme. Wells esquissa un sourire presque compatissant. « Ah, monsieur Foster, vous ne la connaissez pas. Le décès de James a été une tragédie, une perte terrible. Elle est profondément affectée. Elle a besoin d'aide, pas d'isolement. Croyez-moi, je suis ici pour son bien. Elle doit rentrer à la maison, recevoir des soins appropriés. » Sa voix était un poison enveloppé de soie. Vanessa bondit presque. « Il ment. Damien, il ment. C'est lui qui... » Elle délire, coupa Wells avec une douceur d'acteur. Il afficha une expression de tristesse parfaite, calibrée. « La pauvre, regardez-la. C'est le chagrin, la confusion. Ce n'est pas bon pour le bébé. » Et il avança. Mais soudain, Chief bougea. Le chien, jusqu'alors figé à côté de Damien, s'avança lentement, se plaçant directement dans l'embrasure de la porte. Son dos se hérissa, ses babines se retroussèrent, laissant apparaître une rangée de crocs menaçants. Le grondement qui s'échappa de sa gorge n'avait plus rien d'un avertissement. C'était une promesse. Wells s'immobilisa. Ces deux hommes aussi. Le regard de Wells glissa du fusil à pompe vers le chien. Il le reconnut immédiatement. Ce n'était pas un animal domestique. C'était un K9 d'élite, entraîné à tuer. Son regard remonta ensuite vers Damien. Il observa la posture stable, la maîtrise du corps, le calme froid dans ses yeux. Ce n'était pas un fermier. C'était un ancien rangé. Wells évalua la situation comme un homme d'affaires, risque, perte, bénéfice. Deux mercenaires face à un soldat aguerri et un chien de guerre, en pleine tempête, sur un terrain inconnu. Le calcul était simple, ce n'était pas le bonsoir. Il leva une main, parfaitement manucurée. Ces hommes reculèrent d'un pas. « Vous êtes, protecteur, monsieur Foster, » dit-il enfin, son ton redevenant mielleux. « C'est admirable. » Puis il fit un pas en arrière, quittant le porche. « Mais vous vous mêlez d'une affaire de famille, délicate et privée. »« Ceci est ma propriété, » répondit Damien, impassible. « Et ça en fait mon affaire. Elle ne partira pas. » Un silence tendu s'étira, seulement rompu par les hurlements du vent. Enfin, Wells inclina légèrement la tête. « Très bien. C'est une nuit affreuse, après tout. Nous n'allons pas la traîner dehors par un temps pareil. Ce serait, peu civilisé. » Ses lèvres s'étirèrent en un sourire glacé. « Nous attendrons que la tempête se calme. Et ensuite, monsieur Foster, nous reviendrons. Pour son bien. » Il se détourna, lentement, comme un roi quittant une salle d'audience.
Sa démarche était calme, contrôlée, mais chaque pas résonnait comme une menace. Les deux autres hommes suivirent, jetant chacun un dernier regard vers la cabane, un regard de promesse silencieuse. 3 portières claquèrent. Les phares s'éteignirent. La clairière retomba dans une pénombre bleuâtre, tissée de neige. Mais les moteurs restèrent allumés. Dehors, dans la nuit, les feux arrière luisaient comme 2 paires d'yeux rouges, immobiles, guettant. Damien referma la porte d'un coup sec. Le bruit du pêne de fer claquant dans la gâche résonna dans toute la cabane. Vanessa, tremblante, traîna une chaise et la coinça sous la poignée. Le silence revint. Seul le cri du vent glacial se mêlait au battement rapide de leur respiration. Damien resta debout un moment, le dos contre la porte, le fusil toujours en main. Puis il inspira profondément, le métal froid lui pesant soudain comme une enclume. Il leva les yeux vers Vanessa. Ses traits étaient tirés, mais dans ses yeux brillait une lumière farouche, celle de la survie. Il comprit alors que ce lieu n'était plus un abri. C'était une forteresse. Et eux deux et trois, avec chiffres, étaient assiégés. Au dehors, la tempête rugissait, couvrant le ronronnement des moteurs et le murmure des menaces qui flottaient dans la neige. À l'intérieur, le feu vacillant projetait sur les murs des ombres immenses, mouvantes, comme si la cabane elle-même se préparait à combattre. Damien posa le fusil contre la table, tendit la main vers la cheminée et ajouta une bûche. Les flammes s'élevèrent, crachant des étincelles d'or. Il savait que la nuit serait longue. Et qu'au matin, rien ne serait plus pareil. Sous l'assaut implacable du vent, un grondement sourd montait depuis l'extérieur, celui des moteurs encore allumés des SUV. Ce bruit, grave et régulier, portait une promesse glaçante, il n'avait aucune intention de partir. Damien se détourna de la porte, chacun de ses gestes pesés, maîtrisés. Le fusil à pompe toujours prêt dans ses mains, il balayait la pièce du regard. Les flammes vacillantes du foyer projetaient sur les murs de la cabane des ombres déformées, dansantes, qui semblaient presque vivantes. Vanessa, elle, restait plaquée contre le mur du fond, ses doigts crispés sur les pierres rugueuses de la cheminée, les jointures blanchies par la tension. Entre eux, Chiff, le chien, se tenait immobile, une sentinelle grise, silencieuse et solide, les yeux fixés sur la porte. Damien rompit enfin le silence, la voix éraillée. « Tu m'as dit qu'il était dangereux. Tu n'as jamais dit qu'il était un tueur. » La tête de Vanessa se redressa brusquement, dans ses yeux brillait une peur plus vive, plus tranchante encore. « Tu ne comprends pas, dit-elle d'une voix tremblante. Il n'a pas seulement découvert des irrégularités. Il les a prouvées. » Elle frissonnait, mais ce n'était plus à cause du froid. James était brillant, continua-t-elle. Il adorait l'informatique. Il disait souvent qu'il était gaspillé dans le bâtiment. Alors, il a installé un miroir sur le serveur de l'entreprise. Il avait tout copié, les factures, les transferts vers des comptes offshore, même des enregistrements audio, des conversations avec Wells. Le sang de Damien se figea. Ce n'était plus un simple frère obstiné qui s'était mêlé d'affaires louches, James menait une véritable opération de contre-espionnage. Il montait un dossier, murmura Damien. Oui, répondit Vanessa d'une voix presque suppliante. Pour Henry Lawson, pour le FBI. Mais Wells l'a découvert. Peut-être que James a relâché sa vigilance, ou peut-être que Wells a toujours eu une longueur d'avance. 3 jours avant la fin, James m'a appelé. Jamais avec son vrai téléphone, seulement avec des jetables. Il chuchotait. Il m'a dit, il sait. Il sait ce que j'ai. Elle s'interrompit, le souffle court. Il m'a menacé, Damien. Il nous a menacés. Elle se détacha du mur, les poings serrés. Puis l'accident. Les freins défectueux, disait-il. Catastrophique défaillance mécanique. Mais James m'avait dit, une semaine avant, qu'il venait justement de les faire réparer. Il m'avait juré qu'il faisait attention. Il m'avait dit, Wells, c'est le genre de type qui coupe les conduites de frein, pas celui qui engage un avocat. Les sanglots éclatèrent, bruts, déchirants. Il n'est pas mort dans un accident. Il a été assassiné, Damien. Adrian Wells l'a tué. Et il l'a fait pour m'atteindre, pour récupérer ce que James avait trouvé. Damien sentit le sol vaciller sous lui. Ce mot assassiné transformait tout. Ce n'était plus une menace abstraite, c'était un nom, une méthode, un crime. Le frère qu'il avait cru naïf, un simple vendeur alors que lui était le bâtisseur, avait en réalité mené une guerre secrète.
Une guerre qu'il n'avait jamais vue venir. Son regard tomba sur Vanessa, sur sa main protectrice posée sur son ventre arrondi. Le bébé, murmura-t-il d'une voix étranglée. C'est celui de James? Vanessa hocha la tête, les larmes l'étouffant. Nous allions te le dire, après tout ça. Damien détourna les yeux. Il ne pouvait plus la regarder. Il ne pouvait plus regarder le chien. Il fallait qu'il bouge. Il se mit à marcher 3 pas dans un sens, 3 pas dans l'autre, la cabane soudain trop étroite, étouffante comme un cercueil. Une colère blanche monta en lui, brûlante, dévorante, jusqu'à faire trembler sa vue. Mais cette rage n'était pas encore dirigée contre Wells, elle visait James. Pourquoi? Souffla-t-il en frappant le mur de son poing. Pourquoi tu as fait ça tout seul, James? Pourquoi tu n'es pas venu me voir? Je suis ton frère. Je suis rangé. C'est mon métier de protéger. Shiv gémit, désorienté par la violence de son maître. Damien haletait, pris dans une tempête intérieure. Les images défilaient, les 6 derniers mois, le silence de James, son air fatigué, nerveux. Damien avait cru à des soucis d'affaires, des dettes, rien de plus. Il se souvenait encore lui avoir tapé sur l'épaule en plaisantant, « Tiens bon, petit frère. » Et maintenant, ce souvenir le lacérait. Sa colère s'effondra, remplacée par une culpabilité écrasante. « Et moi, où j'étais, dit-il à voix basse. Où j'étais pendant qu'il se battait? Il s'arrêta, la tête penchée. J'étais perdu dans mes souvenirs, noyé dans ma pitié. Lui, il affrontait un monstre, et moi, je n'étais pas là. Je l'ai abandonné. Les mots sortirent comme une confession. La honte pesait sur lui plus lourdement que son ancien sac de soldat. Il avait juré de ne jamais laisser un homme derrière, et il avait laissé son propre frère. Lorsqu'il releva la tête, son regard croisa celui de Vanessa. Il y eut quelque chose de nouveau, une peine partagée. Elle n'était plus une étrangère, ni une complication. Elle était le dernier vestige de James, la seule trace vivante de lui. Elle est l'enfant qu'elle portait. Alors, quelque chose changea. L'homme brisé, épuisé, celui qui avait gravi la montagne en fuyant le monde, s'effaça. Dans le silence glacé de la cabane, le soldat se redressa. La douleur se mua en résolution, la culpabilité en mission. Le ranger revint à la vie. Il allait achever ce que son frère avait commencé. Adrian Wells paierait. Même si cela devait lui coûter la vie. Très bien, dit-il enfin, d'une voix calme et ferme, une voix que Vanessa n'avait jamais entendue chez lui. Écoute-moi, nous devons. Il n'eut pas le temps de finir. Le monde explosa. Une déflagration déchira la nuit, un grondement assourdissant, suivi d'un souffle brûlant qui fit trembler toute la cabane. Le sol bondit sous eux. Instinctivement, Damien saisit Vanessa et la jeta au sol, couvrant son corps du sien. Le cadre de la fenêtre vola en éclats, projetant sur eux une pluie de neige, de glace et de fragments de bâche. Shiv aboya, un son guttural, désespéré, presque humain. Une vague de chaleur intense envahit la pièce, aussitôt suivie d'une lumière orange, pulsante, qui dansait sur les murs. Damien se redressa lentement, les oreilles sifflantes. Rampant jusqu'à la fenêtre défoncée, il jeta un œil dehors. Son cœur se serra. Là, au milieu de la tempête, son camion, sa remorque, tout ce qu'il possédait, brûlait dans un brasier infernal. Ses outils, sa nourriture, sa seule échappatoire, tout était réduit à une boule de feu, le métal fondant dans la neige noire. Wells venait d'envoyer un message. Ils n'étaient plus assiégés. Ils étaient enterrés vivants. L'aube arriva sans promesse. Une lumière grise, impassible, se glissa entre les interstices des planches, dévoilant l'étendue de leur prison. Le feu du foyer n'était plus qu'un amas de braise pâle. Damien et Vanessa n'avaient pas dormi. Ils étaient restés éveillés, transis, écoutant le hurlement continu du vent et, au loin, ce grondement grave et obstiné, les moteurs des SUV, toujours là, tapis derrière la lisière des arbres. Ces vibrations sourdes, régulières, formaient comme un battement de cœur mécanique celui d'hommes qui attendaient, indifférents au froid, sûrs de leur victoire. Damien était assis contre le mur, le fusil posé sur ses genoux. Chaque fois qu'une rafale faisait claquer la porte, ses muscles se tendaient. Ses yeux ne quittaient jamais l'entrée. Vanessa, recroquevillée dans le sac de couchage, serrait ses genoux contre elle autant que son ventre rond le lui permettait. Son visage était d'une pâleur spectrale, ses yeux, creux, sans larmes.
La peur s'était muée en une stupeur glacée. Entre eux, Chiff montait la garde. Le chien n'avait pas dormi. Ses oreilles pivotaient au moindre craquement, son museau frémissait à chaque changement du vent. On aurait dit un ressort tendu à l'extrême, prêt à bondir. Quand la lumière devint un peu plus claire, Damien s'approcha de la fenêtre brisée. La neige ne tombait plus en rideau opaque, la tempête s'était enfin calmée. Mais le paysage restait figé, mort, sous un manteau épais et silencieux. Les véhicules noirs attendaient toujours, sombres silhouettes derrière le voile des arbres. Le blizzard était terminé. Le siège, lui, ne faisait que commencer. Le vent hurlait encore, mais la visibilité était revenue, révélant un monde métamorphosé enseveli sous un épais et suffocant linceul de neige. Damien se redressa lentement, ses articulations protestant sous la morsure du froid et la tension accumulée. « Reste ici, dit-il à Vanessa d'une voix grave. Et ne t'approche pas de la fenêtre. » Elle acquiesça en silence, ses yeux fixés sur lui, le visage pâle et tendu. Damien s'approcha de la porte. Il fit glisser la lourde barre de fer, le bruit métallique résonna lugubrement dans la petite pièce. Il entr'ouvrit la porte, son corps faisant barrage au vent glacial qui s'y engouffra. L'air qui le frappa fut si brutal qu'il lui coupa le souffle. Dehors, la clairière semblait un décor d'un autre monde, figé, fantomatique. Les deux SUV noirs étaient toujours là, garés en formation menaçante, formant un V silencieux à la lisière du sentier. Leurs feux arrière luisaient comme les yeux rouges d'un prédateur embusqué. Aucun mouvement. Aucune silhouette. Juste cette attente froide et calculée. Chiff, avec moi. Le chien surgit aussitôt à ses côtés, sa démarche souple et basse, son pelage gris-blanc se confondant presque avec la neige. Ensemble, ils descendirent les marches du perron. Sous leurs pas, la neige fraîche crissait, amplifiant le silence oppressant. Et alors, Damien vit ce qu'il redoutait. Là, au centre de la clairière, à l'endroit même où son passé se tenait quelques heures plus tôt, il ne restait qu'un amas noirci et tordu, son camion et sa remorque, sa vie entière réduits en cendres. Le Huol n'était plus qu'une boîte d'aluminium fondu, son contenu réduit à un mélange de cendres et de métal. Le pick-up, quant à lui, ressemblait à une sculpture grotesque de fer carbonisé, les pneus fondus, le moteur exposé au ciel gris. La chaleur avait été si intense qu'elle avait fait fondre les vitres, les transformant en glaçons pendants, comme des larmes figées. Tout avait disparu. Ses outils. Le drapeau de son père. Ses vêtements. Les rares photos de James qu'il avait sauvé du naufrage de sa vie d'avant. Tout ce qu'il avait emporté dans l'espoir d'un nouveau départ venait d'être anéanti. Il resta immobile, les poings serrés, la rage glacée mêlée à une impuissance étouffante. Ce n'était pas une menace. C'était une exécution. Wells ne s'était pas contenté de le piéger et il l'avait effacé. Il avait effacé jusqu'à sa trace, son identité, ses souvenirs. Il ne lui restait plus qu'une cabane délabrée, un fusil à pompe et quelques cartouches. Un tremblement lui monta des jambes. Il était piégé. Désarmé. Et désormais responsable d'une femme enceinte et d'un enfant à naître. Il avait été formé à survivre, à se battre, à garder son sang-froid sous le feu ennemi. Mais jamais il ne s'était senti aussi vulnérable, aussi désespérément dépassé. Perdu dans le gouffre de cette perte, il mit plusieurs secondes à remarquer l'absence de Chiff. Son cœur bondit. Il balaya la lisière du regard, prêt à réagir. Puis il le vit. Le chien n'était pas en danger. Il travaillait. À 20 mètres, à la lisière du bois, Chiff avançait le museau au ras du sol, ignorant les décombres encore fumants. Son corps tendu vibrait d'une concentration absolue. Chiff, appela doucement Damien. Pas de réponse. Le chien avançait, reniflant la neige, le souffle court, agité, confus. Il reniflait un point, grognait, repartait, revenait. Ce comportement, Damien le connaissait par cœur. Ce n'était pas une piste animale. Chiff traquait une odeur chimique. Damien s'avança lentement, ses bottes s'enfonçant dans la neige épaisse. « Qu'est-ce que tu as trouvé, mon grand ?» Chiff s'arrêta près d'un grand pin, un endroit idéal pour observer la cabane sans être vu. C'était le poste parfait pour quelqu'un qui voulait surveiller, attendre, planifier. Le chien renifla profondément, 2 fois, puis leva les yeux vers Damien. Un instant plus tard, il gratta doucement la neige d'un geste précis, le signal d'un K9 entraîné, une alerte. Le cœur de Damien se serra. Il se pencha aussitôt. « Montre-moi. »
Sous ses gants, la neige céda facilement, révélant une tache sombre et huileuse. Un reste d'empreinte de bottes, à moitié effacé par la nouvelle chute. Mais ce n'était pas la trace qui importait. C'était l'odeur. Une odeur âcre, lourde, impossible à confondre. L'essence. Une vague glacée de lucidité le traversa. Ce n'était pas un accident. Wells ou ses hommes jaunes arides, Damon Scott, peu importait, avaient profité du blizzard pour s'approcher. Ils s'étaient tenus ici, sous cet arbre. Ils avaient méthodiquement arrosé son camion, sa remorque, son passé, de gallons d'essence. Puis ils avaient allumé le feu. Calmement. Sur deux. La confiance arrogante du geste. La cruauté calculée. Damien se redressa, les yeux fixés sur les SUV noirs. Toujours là. Toujours immobile. Toujours en train d'observer. Il ne se cachait même pas. Il le provoquait. Mais cette fois, ils avaient laissé une trace. Un témoin. Il posa la main sur la tête de Schiff. Le chien leva les yeux, remuant faiblement la queue. Mission accomplie. Bon chien, très bon chien. L'odeur d'essence emplissait encore l'air, une cicatrice chimique sur la pureté glacée du paysage. Damien s'agenouilla à nouveau, son souffle formant des nuages de vapeur devant son visage. Le monde s'était rétréci à ce petit carré de neige remuée, au pied du pin. Schiff se tenait droit, silencieux, ses yeux fixés sur lui. Damien enleva un gant et plongea sa main nue dans la neige. Le froid fut si brutal qu'il eut l'impression d'enfoncer ses doigts dans des aiguilles. Il creusa, fouillant la terre gelée, cherchant l'origine de la trace. Rien. Puis ses doigts touchèrent quelque chose. Petit. Dur. Métallique. Il le saisit. Il se redressa lentement, l'objet serré dans sa main. Ses yeux ne quittaient pas les SUV toujours en veille. Il essuya la boue glacée contre son jean, laissant une tache sombre sur le tissu. L'objet brillait faiblement dans sa paume. Un briquet. Un Zippo standard, en acier brossé, lourd et froid. Un objet banal, presque anodin. Des milliers d'hommes en avaient un comme celui-là. Pourtant, quelque chose dans le poids, dans la texture du métal, fit naître un souvenir. Machinalement, il l'ouvrit d'un coup de pouce. Clac. Le bruit sec résonna étrangement fort. Il fit tourner la molette, une étincelle, puis une flamme vacillante s'alluma. Elle brûlait faiblement, bleue et jaune, fragile comme un souvenir. Le briquet contenait encore du carburant. Il avait été utilisé récemment. Damien baissa les yeux vers la flamme, puis tourna le briquet dans sa main. Et le monde s'arrêta. Gravé sur le côté, 2 lettres. Simple. Net. Inconfondable. JF. Ses genoux fléchirent. Il s'agrippa au tronc rugueux du pin pour ne pas tomber. Son souffle se brisa en un gémissement rauque. Ce n'était pas un briquet. C'était le briquet. Celui de James. Les souvenirs revinrent en rafale, l'anniversaire de James, son 30e, le printemps dernier. Le soleil. Le barbecue dans le jardin. Les rires. La vie qui, alors, avait encore un sens. Damien se revit, déambulant dans une boutique d'antiquités, cherchant un cadeau. Ce Zippo, il l'avait trouvé là. Il l'avait fait graver. Il se rappelait encore le sourire de James quand il l'avait ouvert. Un peu vieux jeu, grand frère, mais j'adore. Il a du style. Il l'avait gardé depuis. Toujours. C'était son gris-gris, son talisman, son geste automatique quand il réfléchissait, quand il rêvait. Ce briquet devait être dans sa poche le jour de sa mort. Ou dans la boîte à gants de sa voiture accidentée. Ou sur sa table de nuit, près de son téléphone. Mais pas ici. Pas dans la neige, à 20 mètres du camion brûlé de Damien. Il serra le briquet contre sa poitrine, incapable de respirer. Le monde autour de lui se mit à tourner, puis se figea de nouveau dans un silence absolu. La douleur, la rage, la peur, tout se mêla en une seule certitude glacée. James n'était pas mort par hasard. Et Wells n'avait pas seulement détruit son passé. Il venait de lui rendre la preuve que tout cela n'était qu'un mensonge construit, un piège depuis le début. Damien leva les yeux vers le ciel gris, le souffle court, et dans ce silence polaire, une seule pensée traversa son esprit. Ils ont tué mon frère, et ils reviendront pour moi.
L'odeur de carburant lui vrilla les narines, une puanteur âcre qui s'ancra dans son corps comme une accusation. La logique éclata, brutale, implacable, James avait été assassiné. Le meurtrier avait fouillé ses poches. Il avait pris un souvenir. L'image du Porsche remonta dans l'esprit de Damien, les deux hommes encadrant Wells. Pas le robuste, pas Damon Scott. L'autre, le long visage creusé, les yeux pâles et morts, jaune aride. Celui qui l'avait regardé non pas comme un homme, mais comme un problème à résoudre. Jonah avait gardé quelque chose. Il l'avait gardé comme un trophée. Puis la dernière pièce, la plus horrible, se mit en place avec la clarté d'un coup de couteau, l'arrogance. L'arrogance sourde, viscérale, répugnante. Jonah Reed n'avait pas seulement conservé le Zippo, il l'avait utilisé. Il était resté là, dans le froid, avait sorti le porte-bonheur de James de sa poche, l'avait fait crépiter et, avec ce geste presque cérémonial, avait embrasé toute la vie de Damien. Il avait pris le cadeau de James pour détruire le frère de James. Damien serra le métal dans sa paume, les bords mordaient sa peau, la douleur blanche se fraya un chemin dans sa conscience. Un tremblement sec traversa sa main, violent, incontrôlable. Ce n'était pas le froid qui le faisait trembler, c'était une rage pure, une chaleur intérieure prête à dévorer. Un grondement sourd monta de sa poitrine, un son animal, primal. Et une seconde plus tard il comprit, il grognait. Une truffe humide, froide, appuya contre son poing fermé. Il sursauta, la tête qui se baissa. Schiff leva ses yeux vers lui, le chien n'avait plus la posture d'alerte ou de garde, ce n'était pas la même énergie habituelle. Un gémissement bas, empathique, quitta la gorge de l'animal. Schiff sentait la rage qui débordait de Damien, une odeur aussi forte que l'essence. Il n'avait peut-être pas compris la valeur du briquet, mais il comprenait la douleur. Il poussa sa tête avec plus d'insistance contre la main de Damien, offrant une pression solide, ancrée. « Je suis là, reviens. » La pensée n'était pas articulée avec des mots, mais Damien la ressentit comme une main qui le ramenait à la rive. Sa vision s'éclaircit. Le chien qui avait connu James, qui connaissait la place de James dans leur vie, était devenu un pont vivant entre l'homme qu'il avait été et celui qu'il devait désormais incarner. La rage ne s'évapora pas, elle se refroidit, se durcit, se composa en une certitude glacée, une barre d'acier nichée dans son ventre. Le tremblement cessait. Il ouvrit lentement la main, délibérément, et contempla une dernière fois le Zippo. JF, les initiales gravées comme un timbre sur un petit morceau de métal. Ce n'était plus un simple objet, ce n'était plus un vestige de souvenir. C'était une promesse. Un serment. Une preuve que ce massacre n'était pas seulement un acte de violence, mais un message adressé à lui personnellement. Wells avait posé la pièce d'échec du piège, Reed, dans son arrogance, l'avait transformé en humiliation personnelle. Damien claqua le Zippo. Le petit clic sec résonna dans l'air glacial du clairière, net comme un verdict. Il glissa le briquet profondément dans la poche, là où il frotta contre sa cuisse comme un morceau de glace. Il tourna le dos à la carcasse de sa camionnette, à la ferraille noire qui avait contenu pendant des années ses heures et ses souvenirs. Il se retourna vers la cabane, où Vanessa attendait, fragile silhouette à la lueur mourante du feu. Puis, presque sans y penser, il lorgna les deux SUV, dont les moteurs ronronnaient encore, monotones comme des bêtes patientes. Ses cibles. Il commença à marcher. Pas à courir. Pas en désordre. Ses pas étaient mesurés, sûrs. Schiff prit place à son talon gauche, fluide et silencieux, une ombre grise qui épousait chacun de ses pas. Ce combat n'était plus une fuite, c'était une mise à mort de la vérité. Le trajet de 20 mètres qui le ramenait à la porte de la cabane fut peut-être le plus long de sa vie. Le Zippo brûlait dans sa poche comme un charbon, lourd de deuil et de colère. Il progressa dans la neige profonde, chaque pas calculé, souffle maîtrisé. La sensation d'impuissance qu'il avait submergée en regardant son camion brûler s'était effacée, la rage qui avait éclaté à la découverte du briquet s'était transformée en acuité glacée. Schiff connaissait le changement d'énergie. Le maître qui pleurait n'était plus, à sa place, le ranger s'était levé. Damien poussa la porte de la cabane. Vanessa était exactement là où il l'avait laissée, recroquevillée près du foyer, les yeux grands, l'expression d'une peur qui cherchait une explication. Il ne prononça pas un mot. Il alla à la petite table branlante et posa le briquet argenté dessus comme on déposerait un verdict. Vanessa le fixa. « Qu'est-ce que c'est » Sa voix n'était qu'un souffle. Damien répondit d'une voix plate, dépouillée d'émotion, « JF. »
Ses yeux s'agrandirent. Sa main se porta à sa bouche pour étouffer un sanglot. Elle le reconnut. Il le reconnut. L'objet n'était pas seulement un métal, il portait une histoire, des doigts, des rires, un frère mort. Il était ici. Les mots de Damien tombèrent dans l'air froid et sec de la pièce. L'homme qui a tué ton petit ami était ici, à la lisière des bois. Il a utilisé ce briquet, le porte-bonheur de James, pour mettre feu à mon camion. Puis il a été assez imprudent pour le laisser tomber. Pour lui, c'était un jeu. Une provocation. La nouvelle impressionna la cabane d'un silence glacial. Vanessa hocha la tête, comme si elle replaçait dans son esprit des pièces d'un puzzle qui n'aurait jamais dû exister. Damien se détourna et commença une évaluation méthodique de la cabane. Il n'était plus un civil en quête d'abri, il était une sentinelle. Une porte. 2 fenêtres, l'une à peine plus qu'un orifice, recouverte d'une bâche. Une cheminée de pierre, point solide, encre structurelle. Il énuméra, à voix basse et mécanique, les failles et les atouts. Il reviendra. Sa phrase était plus un constat qu'une hypothèse. Il empoigna le fusil à pompe et vérifia les cartouches, une par une, les alignant sur la cheminée comme on aligne des options de survie. Il n'y avait plus d'espoir à rallumer, le camion avait été brûlé pour l'éteindre. Maintenant, il viendrait pour terminer le travail. Comme pour répondre à sa proclamation, un son discordant, électronique et étranger, remplit la cabane. Vanessa poussa un petit cri, se redressa. Le smartphone reposait sur le sol, à côté du sac à dos d'où elle l'avait sorti. Il vibrait, insistait, brisant la solitude rustique de l'endroit comme un intrus. C'est impossible, balbutia Vanessa. Il n'a qu'un seul numéro. Henry Lawson. Il ne peut pas recevoir d'appel. Damien fronça les sourcils. Il connaissait ce téléphone, James l'avait noté quelque part dans ses dossiers. Quelqu'un voulait qu'il croie qu'ils étaient en sécurité, quelqu'un avait déjà accès à ce numéro. Le téléphone continua sa chorégraphie mécanique, appelant toujours. Il jeta un regard dur à Vanessa. Réponds. Mets-le en haut-parleur. Les mains tremblantes, elle attrapa l'appareil lourd et appuya sur le bouton vert. Hello ? La voix qui émana de l'appareil emplit la pièce d'un calme glacial. Elle n'était pas lointaine ni grésillante, claire, nette, pleine d'une politesse terrifiante. Bonjour, Vanessa, dit la voix. Adrian Wells, et Monsieur Foster. J'espère que vous avez bien dormi, bien que j'imagine que la lueur du feu ait été plutôt gênante. Damien resta immobile, une fraîcheur mortelle qui se propageait dans ses veines. Ah, le soldat est là, poursuivit Wells, ton nonchalant. Monsieur Foster, j'ai fait quelques recherches pendant que nous attendions. Damien Foster, 75e régiment rangé, plusieurs déploiements. Très impressionnant. Trop impressionnant, en fait, pour vous laisser vous promener dans les bois comme bon vous semble, n'est-ce pas? Les mots coulaient comme du plomb. Damien sentit sa mâchoire se crisper. Wells décrivait exactement le plan qu'il avait en tête, l'exfiltration sous la tempête, l'utilisation des arbres, l'élimination de ces hommes un par un, les tactiques de guérilla. Wells le lisait comme un livre ouvert. J'ai pris la liberté de neutraliser cette stratégie, dit Wells, savoureux. J'aimerais que vous regardiez la crête au nord-est, mais faites-le avec précaution. Damien gratta un cercle de givre sur la fenêtre avec l'ongle et scruta la crête, une ligne d'arbres sombre sur un ciel plombé. Rien d'autre que la neige. Nothing. Wells continuait, comme s'il lisait ses pensées, vous ne le verrez pas. Il est très bon. Il s'appelle Brett Morgan. Il est professionnel comme vous. Son fusil 338 est actuellement pointé sur la petite fenêtre de la chambre arrière de la cabane. Celle que vous avez probablement désignée comme votre pièce sûre, là où Vanessa a essayé de se reposer. Le sang de Damien se glaça. Il sourit sans amusement, un rictus durci. Il regarda la petite porte qui menait à la chambre obscure, le seul endroit avec un lit, l'endroit qu'il avait dit à Vanessa d'occuper en cas de tir. Wells avait anticipé chaque mouvement, chaque prévoyance vulnérable. Voici la réalité, Monsieur Foster, la voix se fit plus douce encore. C'est un mouvement en tenaille. Je suis à votre porte d'entrée. Monsieur Morgan est à l'arrière. Si vous ouvrez cette porte, si quelqu'un franchit le seuil pour quelque raison que ce soit, Monsieur Morgan posera une balle dans la tête de Vanessa. La phrase tomba, lourde, comme un couperet. Le monde se réduisit à la poitrine de Vanessa, à l'étincelle argentée du zippo,
au souffle régulier et concentré de Schiff. Damien sentit la responsabilité se condenser autour de sa gorge. Il n'y avait pas de vérité simple, seulement des choix, et le choix qui se présentait était barotté de sang. Ce n'était plus seulement une histoire de fuite ou de survie, c'était une épreuve où chaque geste devenait calcul, chaque respiration potentiellement la dernière. Il posa sa main sur la table, près du briquet. Le métal froid lui renvoya un reflet de lui-même, un homme qui avait perdu un frère et qui, dans la même foulée, perdait l'innocence de penser que la justice pouvait être autre chose qu'un combat. Autour d'eux, la neige continuait de tomber, douce et indifférente, comme si le monde pouvait ignorer la cruauté humaine. Mais Damien sentait la tempête différente maintenant, celle au dehors n'était plus seulement météo, c'était la tempête qu'ils avaient éveillée et qu'ils seraient forcés d'affronter jusqu'au bout. La forêt, autrefois un refuge, était devenue une prison. La cabane, son ultime abri, se transformait en cage. Damien Foster comprit qu'il était pris au piège. Il ne pouvait plus manœuvrer, ni fuir, ni utiliser son entraînement de rangée. Adrian Wells l'avait acculé à ce qu'il redoutait le plus, un combat rapproché, brutal et sans issue, dans une boîte de bois où chaque recoin pouvait devenir un tombeau. Et c'était Wells qui déciderait du moment exact où la tempête de violence éclaterait. « Que veux-tu, Wells » demanda Damien d'une voix basse et rauque, celle d'un homme prêt à mourir mais pas à supplier. « J'aime ça » répondit Wells dans un léger rire. « Droit au but. Je pourrais ordonner à Monsieur Morgan de tirer, ou simplement attendre que tu meurs gelé. Mais ce serait imprécis. Et je risquerais de détruire quelque chose dont j'ai besoin. » Il marqua une pause, laissant le silence s'épaissir comme une corde prête à se rompre. « Ton frère, James, était un voleur, Monsieur Foster. Il a pris quelque chose qui appartenait à mon organisation, une clé USB. Je sais qu'il l'avait. Et je suis convaincu qu'il l'a remise à elle. » Vanessa sursauta, les larmes aux yeux. « Je ne l'ai pas. » cria-t-elle. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Vanessa, soupira Wells avec un ton faussement las. « Ne mens pas. Ce n'est pas digne de toi. » Sa voix changea, perdant tout vernis de politesse. Elle devint plate, froide, reptilienne. Les données sur cette clé sont très sensibles. James, dans son infinie et agaçante intelligence, les a cryptées. Le fichier ne vaut rien sans le mot de passe. Et je sais qu'il te l'a donné. Une suite de chiffres, un nom, une date, quelque chose de personnel. Quelque chose que toi seul pourrais reconnaître. Il reprit, la voix désormais tranchante comme la lame d'un scalpel. Je ne veux pas la clé, Vanessa. L'agent fédéral que tu as eu la mauvaise idée d'appeler en a sûrement déjà une copie. Mais moi, j'ai besoin du mot de passe avant eux. Le temps joue contre moi. Voilà pourquoi je suis ici, Monsieur Foster. Je dois convaincre cette jeune femme de me le donner. Et je crains que la persuasion ne soit pas agréable. Il esquissa un sourire presque aimable. Torture est un mot vulgaire, mais exact. J'ai besoin qu'elle parle. Et qu'elle reste en vie pour le faire. La menace était nue, brutale, sans masque. Alors voici ma proposition, continua Wells, retrouvant sa douceur de serpent. Vous m'ouvrez la porte. Vous me livrez Vanessa. Vous me dites le mot de passe. En échange, je vous laisse la vie. Vous et votre chien, vous quitterez cette montagne vivant. Une transaction simple. Propre. Le silence s'épaissit dans la cabane. Damien regarda Vanessa, elle secouait la tête, des larmes de terreur pure coulant sur ses joues. Schiff, le chien, grondait doucement à ses côtés, le poil hérissé, sentant l'ennemi invisible derrière cette voix lointaine. Damien plongea la main dans sa poche et en sortit un petit objet métallique, le briquet Zippo de son frère. Il le tint près du téléphone. Un clic sec résonna dans la pièce. Il fit rouler la molette, une étincelle, puis une flamme vive, fragile, se leva dans la pénombre. C'était toute sa réponse. Un long silence s'étira à l'autre bout de la ligne, glacial. Puis Damien referma le Zippo d'un geste ferme. Le claquement final résonna comme une détonation. La voix de Wells, quand elle revint, n'avait plus rien de charme. C'était un sifflement de pur venin. Très, très mauvais choix, rangé. Un bruit sec, la communication coupée. Et le monde retomba dans un silence écrasant. Pas un silence paisible, celui, lourd et tendu, qui précède l'assaut. Damien resta immobile, debout au-dessus du téléphone satellite.
Sa respiration était lente, mesurée. Le zippo pesait lourd dans sa poche, comme un serment. Il se tourna vers Vanessa, son visage était blanc, ses mains agrippées à son ventre, le dos collé à l'âtre. Va dans la pièce du fond. Maintenant. Mais, le sniper? Il surveille la fenêtre arrière, mais il ne tirera pas. Il est là pour nous clouer sur place. Ils entreront par la porte. Reste au sol, loin de la fenêtre, et ne fait aucun bruit. Elle hésita, puis obéit, s'enfuyant vers la petite pièce sombre, tirant la porte à moitié derrière elle. Damien se mit en mouvement. La peur n'avait plus de place. Il n'y avait que la mission. Il saisit la lourde table rustique du centre et la poussa d'un coup de rein. Le bois grinça, protesta. Il ne barricada pas la porte, inutile. Il renversa simplement la table pour en faire un abri bas. Puis il vérifia le fusil, 5 cartouches. Il en engagea une. Il se posta à gauche de la porte, dans l'angle mort de ce qu'on appelait le « couloir fatal ». Son oreille collée contre le bois, il écouta. Le vent. Rien d'autre. Chiff, figé, ressemblait à une statue de muscles et de rage contenue. Son regard fixé sur la porte, un grondement à peine audible vibrant dans sa poitrine. Le premier bruit ne fut pas un coup de feu, mais un coup de botte. Viol. Juste sous la poignée. Le bois craqua. Un second coup fit trembler tout le cadre. Chiff, calme. Le chien obéit, mais le grondement resta. Le troisième impact fut un fracas de bois éclaté. La serrure, la poignée, et un morceau du chambranle volèrent. La porte s'ouvrit d'un coup, claquant contre le mur intérieur. 2 silhouettes se découpèrent dans la blancheur aveuglante de la neige. Ils entrèrent comme prévu, rapides, précis, professionnels. Le premier, massif, était Damon Scott le briseur, celui qui absorbait les coups pour les autres. Il entra à droite, l'arme levée, balayant la pièce. Il s'attendait à trouver Damien près du feu. Mais Damien n'était pas près du feu. Il était à la porte. Au moment où Scott passait devant lui, Damien se lança. Il n'alla pas vers le fusil, il alla vers l'homme. Son épaule heurta la hanche de Scott dans un choc sec, brutal. Le géant perdit l'équilibre, entraîné par son propre élan. Damien bougea déjà. Il n'était pas un bagarreur, il était un soldat. Son couteau de combat en main, en prise inversée. Scott tenta de se retourner, mais Damien frappa avant. Un coup bref, précis, calculé non pour tuer, mais pour neutraliser. La lame s'enfonça dans la cuisse droite, tranchant muscle et artère. Le hurlement de Scott fut rauque, animal. Il s'effondra, son arme glissant sur le plancher. Un ennemi hors de combat. Mais le second était déjà là. Jaune aride. Plus mince, plus rapide. Pas un briseur, un tueur. Il vit son coéquipier tomber, et ne perdit pas une seconde. Il ne se jeta pas sur Damien. Il se détourna, fonçant vers la seule autre faiblesse de la pièce, la porte du fond. Non. Cria Damien. Trop tard. Reed arracha la porte, plongea dans la petite chambre. Vanessa hurla. Damien bondit, mais Reed avait déjà sa proie. Il la tira par les cheveux, la traîna dans la salle principale. D'un geste sec, il la fit pivoter et l'enserra, la coinçant contre lui. Le canon noir de son arme se posa contre sa tempe. Le temps sembla se figer. Damien s'immobilisa. Son couteau dégoulinait encore d'un mince filet de sang rouge. 20 pieds les séparaient. Trop loin. Lâche ton couteau, soldat, hurla Reed. Ou je repeins le mur avec sa cervelle. Chiff grognait, prêt à bondir, chaque muscle vibrant d'attente. J'ai dit, lâche-le. Damien le fixa. Le tueur avait les yeux pâles, fous, inhumains. La tension vibrait comme un fil de fer. Et alors, la silhouette de Wells apparut dans l'encadrement défoncé de la porte. Calme. Impeccable. Un peu de neige sur les épaules de son manteau de cachemire. Il promena son regard sur la scène, Scott gémissant sur le sol, le sang s'étalant lentement sous lui, Reed tenant Vanessa en otage, Damien, debout, le couteau à la main, et le chien prêt à mordre. Désordre, murmura-t-il. Tellement désordonné. Il soupira, presque las. Jonah, vraiment. Était-ce nécessaire? Puis il leva les yeux vers Damien.
Ses prunelles glacées s'illuminèrent d'une étrange admiration. Bravo, Ranger. Vraiment, je suis impressionné. Mais, vois-tu, c'est terminé. Et dans l'air saturé d'odeurs de poudre, de sang et de peur, Damien sut que la bataille ne faisait que commencer. Wells s'avança sans précipitation, ramassa le lourd pistolet que Scott avait laissé choir et le prit en main avec la familiarité d'un homme qui a déjà tenu trop d'armes dans trop de mains. Il pointa l'arme droit sur la poitrine de Damien, impassible, comme si tout ceci n'était qu'une routine qu'il effectuait avant le dîner. Maintenant, monsieur Foster, le couteau sur le sol, ou je fais tuer Jonah, puis je vous tue. Peu m'importe. Je laisserai monsieur Lawson et le FBI découvrir l'USB tout seul d'ici là, je serai dans un autre pays. C'est juste du nettoyage. Damien comprit l'ampleur du piège, un couteau contre deux armes, un tireur positionné dans son dos, une otage qui tremblait. Vanessa sanglotait, les yeux fermés, le visage froissé par la douleur et la peur. Il vit Reed, le bras enfoncé contre son ventre, sa poigne devenue une pression mécanique, dépourvue de pitié. Il reconnut dans le regard de Reed la même certitude froide qui appartenait à un homme capable de garder le briquet de son frère comme un trophée et d'en faire une arme symbolique. Damien chercha le regard de Schiff. Le chien n'observait plus Reed. Il regardait Vanessa. La formation K9 qui régissait ses réflexes semblait s'effacer devant autre chose, quelque chose de plus ancien et plus profond. Il sentit qu'un instinct primitif prenait le dessus, il humait la terreur de la femme et, dessous, une trace familière, ineffable l'odeur aimée de James. Le parfum de son maître disparu était menacé, et c'était comme si un mécanisme intime et sacré dans l'animal se mettait à défier la menace. Les muscles de Schiff se tendirent, son centre de gravité se déplaça imperceptiblement. Reed fixait Damien. Wells aussi. Personne ne regardait le chien. C'était le moment, l'une de ces secondes improbables où tout bascule. Damien bloqua le regard de Reed et, sans rompre le contact visuel, souffla un mot qu'il avait répété pendant des années d'entraînement. « Tu veux le couteau ?» Sa voix n'était plus qu'un grondement bas. Il n'ancra pas le regard sur Schiff, il donna l'unique commande libératrice, celle qu'il avait apprise à hurler au monde, « Prends-le !» Ce n'était pas un cri, c'était une chose primitive, venue des tripes, une poussée de gorge qui déchira la chaleur étouffante de la cabine. Pendant un moment, rien. Puis Schiff explosa, une masse de fourrure grise et blanche, un missile de rage concentré. Il ne visa pas la poitrine, il ne chercha pas à neutraliser. Il visa l'arme et la main qui la tenait. Schiff jaillit à travers la pièce comme un coup de tonnerre. Sa mâchoire se referma sur le bras droit de Jonah Reed avec la force d'un pilier qui s'effondre. Le bruit fut épouvantable, un craquement humide, la langue du métal contre l'os, puis le cri inhumain qui remplaça la parole de Reed. Le pistolet partit dans un feu d'artifice sourd, la détonation emplissant la petite pièce, la flamme du canon aveuglant un instant tout le monde. La balle partit en diagonale, se logea sans effet dans les chevrons du plafond. La prise de Reed sur Vanessa se rompit. Il hurla, le bras pendant, le corps consumé par la douleur. Schiff secouait la tête, un mouvement prédateur et sauvage, desserrant puis serrant encore ses mâchoires tandis que la panique et la violence prenaient possession de la scène. Vanessa, libérée, rampe, se traîne derrière l'âtre, tombant dans un nuage de cendres et de poussière. Quand le coup partit, Wells eut un réflexe, ses yeux, un instant fatal, se tournèrent vers le chien. C'était tout ce dont Damien avait besoin. Il ne lança pas le couteau. Il bondit. Tandis que Wells cherchait à comprendre la nouvelle menace pressante dans la pièce, Damien se catapulta sur lui. Ce n'était pas une manœuvre de combat rapprochée calculée, c'était un choc brut, frontal, la collision d'un homme qui tenait sa peine et sa colère depuis des mois. Il fracassa son épaule contre la poitrine de Wells. Le pistolet que l'autre tenait vola, ricocha sur le plancher et s'enfouit dans l'ombre d'un coin. La civilité de Wells se fissura, la façade de l'homme d'affaires poli se souleva pour révéler la bête paniquée en lui. Wells griffa la figure de Damien avec des ongles raclants, mais Damien n'était plus que la somme de 3 mois de chagrin noir, l'image de son camion en flammes, l'éclat froid du briquet de son frère, le vide laissé par ce qui lui avait été arraché. Ce n'était pas un combat, c'était une exorcisation. Il s'abaissa sous un coup sauvage, crocha son bras autour du cou de Wells et serra, pratiquant un étranglement appris et affiné par la nécessité. Il pressa, empêchant l'air de passer, sentant les muscles brûler, sentant le souffle de l'homme rebeller et s'éteindre. Wells se débattit en donnant des coups maladroits de ses chaussures onéreuses sur le plancher. Damien tint bon. Il maintint cette pression, alimentée par une colère froide et juste,
jusqu'à ce que la lutte faiblisse, jusqu'à ce que le corps raidisse et s'effondre, où elle sombra dans l'inconscience et tomba, inerte. La cabine bascula dans un silence choquant, presque irréel, seulement découpé par les sanglots de Vanessa, le gargouillis humide et agonisant de Damon Scott et le grondement bas, victorieux, de Schiff, encore accroché au bras brisé de Reed. Debout au centre du chaos, Damien prit une seconde pour respirer, sa poitrine montant et descendant de façon heurtée, son corps entier hurlant sa fatigue. Il contempla ce qui restait, Vanessa vivante, Schiff le gardien, eux deux encore là. La victoire leur appartenait, mais elle était chèrement payée. La pièce vibrait des résonances d'une confrontation à bout portant, la porte pendue à une seule charnière éclatée, la table renversée, des éclats de bois et de verre comme des rappels muets. L'air était lourd, poisseux de poudre et de sang. Damien relâcha son étreinte sur Adrian Wells. Le corps du patron, inconscient, s'affaissa sur le plancher à côté du gémissant Damon Scott. Schiff finit par desserrer ses mâchoires, émettant un ultime grognement d'avertissement avant de céder lentement. Reed, le visage déformé par l'agonie, se recroquevilla, serrant son membre mutilé. Damien se précipita vers Vanessa, elle était toujours blottie derrière la cheminée, tremblante, mais ses yeux étaient ouverts, grands, mouillés, fixés sur lui. « Tu es blessé ?» Sa voix était rauque, brisée par l'effort et l'adrénaline. Elle secoua la tête, un sanglot étranglé perçant sa gorge. « Non, non, juste peur. » Elle prit sa main quand il la lui tendit, sa poigne était surprenamment ferme et il la tira doucement sur ses pieds. Son regard balaya la pièce, 3 hommes à terre, 2 inconscients, un atrocement blessé et Schiff, encore à demi en alerte, planté entre Vanessa et les vaincus. Damien chercha dans son sac à dos et en sortit une corde fine mais robuste. Il ligota les mains et les pieds de Wells avec une efficacité robotique, puis fit de même avec Reed, en ignorant les gémissements déchirants. Scott perdait trop de sang pour être dangereux, Damien banda ses mains et fit un garrot sommaire à la jambe blessée pour arrêter l'hémorragie. Il n'était pas un assassin, il était un ranger. Sa mission avait été d'abord de protéger, ensuite de survivre. Il revint vers Vanessa et nettoya la longue égratignure sur son avant-bras avec l'eau en bouteille de son sac, puis bandage délicat. Le temps passa, 15 minutes semblant s'étirer comme une éternité, l'adrénaline qu'il avait portée s'échappait, laissant place à une fatigue qui pesait sur chaque articulation. Il s'appuya contre l'âtre, le fusil reposant contre le mur, et regarda la scène avec l'œil d'un homme qui venait de traverser un ouragan. Vanessa s'assit près de lui, Schiff à ses pieds, un tableau silencieux d'une survie partagée. Ils étaient vivants, c'était vrai, mais loin d'être libres. La tempête dehors avait perdu de sa violence pour devenir une chute de neige légère et la piste était impraticable. Les hommes de Wells, ou du moins leur véhicule, étaient encore quelque part dehors. Durant un instant, le silence les étouffa. Puis un autre son perça la nuit, ce n'était pas le grondement lointain des SUV de luxe, c'était un bourdonnement plus profond, plus régulier, qui montait crescendo. Le bruit d'un moteur puissant, de plusieurs moteurs, approchant à grande vitesse à travers la neige. Damien releva la tête. Schiff, reposant jusque-là, bondit sur ses pattes, un gémissement interrogateur coincé dans sa gorge. Les lumières envahirent la clairière, pas des faisceaux perçants et clinquants, mais des rampes larges, utilitaires, faisant apparaître des formes massives. Des véhicules lourds, blindés, recouverts d'une fine neige fraîche, déboulèrent et encerclèrent la clairière. Des hommes en tenue hivernale austère, armés de fusils d'assaut, se déployèrent avec précision, leur discipline trahissant une formation fédérale. FBI, souffla Damien, et un poids immense de soulagement l'envahit, si profond qu'il faillit fléchir les jambes. Des ordres furent hurlés dehors, des voix, des ordres coordonnés. Une équipe bougeait déjà vers la crête, un coup sec, net, d'un fusil résonna au loin, puis un silence qui suivit, lourd et chargé. La scène, si chaotique et sanglante quelques instants plus tôt, se remit en marche sous le rythme d'une intervention organisée. Vanessa lâcha un sanglot pas seulement de peur, mais d'épuisement, de reconnaissance et d'un soulagement qui semblait presque interdit après tant d'horreur. Damien observa les hommes qui se précipitaient, ses pensées furent un mélange confus de colère, de tristesse et d'une paix froide qui venait du fait qu'il avait tenu bon. Schiff, toujours vigilant, laissa échapper un grognement bas, puis se permit enfin de se détendre un peu, la tension se dissolvant peu à peu de ses épaules. Dans l'air glacé, pendant que des voix s'entremêlaient et que des lampes fouillaient la neige, Damien laissa la réalité le rattraper, un incendie, un camion réduit en cendres, un frère perdu, un briquet qui avait été transformé en symbole de douleur, et néanmoins, au milieu de tout cela, la preuve que quelque chose ou quelqu'un avait tenu.
Il n'avait pas seulement survécu, il avait protégé une vie. Il avait arraché une otage à la menace et, pour un instant suspendu entre le désastre et la justice, il sentit qu'un fragile fil d'espoir se refermait sur eux. Les agents arrivèrent, crièrent des ordres, firent signe à tout le monde de s'éloigner. Les mains de Damien tremblaient encore, mais il serra celles de Vanessa, pas par force, mais pour lui transmettre la certitude qu'ils étaient ensemble, qu'ils avaient traversé l'ombre et qu'à présent, peut-être, la lumière commencerait à déchirer le ciel d'hiver. La silhouette de Brett Morgan, le tireur d'élite, gisait enfin immobile dans la neige. À peine le silence retomba-t-il qu'une ombre apparut dans l'embrasure arrachée de la porte de la cabane. C'était un homme d'une quarantaine d'années avancé, au regard perçant, à la posture droite, empreinte d'autorité. Il ne perdit pas une seconde, d'un coup d'œil, il prit la mesure du chaos, les hommes neutralisés, le ranger épuisé, la femme enceinte serrant la couverture autour d'elle, le chien vigilant, tendu entre repos et alerte. C'était Henry Lawson, agent du FBI. Son visage était celui d'un homme qui avait vu trop de mensonges pour se laisser surprendre encore. Ses yeux allèrent de Damien à Wells, puis se posèrent sur le briquet Zippo posé sur la table. Il hocha lentement la tête. « On dirait que vous avez eu une nuit mouvementée, monsieur Foster. » Damien, les traits tirés, répondit d'une voix basse, sans la moindre inflexion. « Il a assassiné mon frère. Et il est venu chercher les données de James. » Lawson s'accroupit près du corps inconscient de Wells. « Nous savons que James était un homme bon, et surtout brillant, dit-il calmement. Il travaillait avec nous depuis des mois. Il soupçonnait que Wells utilisait son entreprise pour blanchir de l'argent, et pour bien pire encore. » Le regard de Lawson se posa ensuite sur Vanessa. « Votre appel, mademoiselle Brox, celui que vous avez passé il y a 2 semaines, nous a été d'une aide précieuse. Il a confirmé tout ce que James nous avait révélé. Nous surveillons Wells depuis longtemps, mais il nous fallait une preuve irréfutable de son implication dans ces transferts internationaux et, surtout, la localisation du serveur que James copiait. » Damien eut un rictus amer. « Alors, vous n'étiez pas venu pour nous sauver ?» Lawson soutint son regard sans ciller. « Non, monsieur Foster. Nous étions venus, pour terminer le travail. Votre frère avait mis en place un plan d'une intelligence rare. Il nous avait fourni juste assez d'informations pour ouvrir une enquête, mais il avait crypté les données centrales, sachant que Wells viendrait les chercher lui-même. La tempête nous a retardés, mais l'opération était déjà lancée. Nous avons repéré le convoi de Wells dès qu'il a quitté Missoula. Nous venions pour lui, de toute façon. » Autour d'eux, les agents du FBI s'activaient avec une précision presque militaire. Ils sécurisaient le périmètre, confisquaient les armes, prenaient des photos de la scène. Le chaos s'apaisait peu à peu, comme si la forêt elle-même respirait enfin. Puis, soudain, Vanessa leva la tête, les yeux écarquillés. « Le jouet !» murmura-t-elle. « James il m'a dit qu'il avait caché le jouet ici. » « Le fichier !» Damien, désormais calme, tourna les yeux vers son compagnon à 4 pattes. Chief, le chien-loup, reposait à ses pieds, tranquille mais attentif, comme s'il attendait un dernier ordre. « Chief, dit-il doucement, trouve le jouet. » Les oreilles du chien frémirent. Il leva la tête, remua la queue une seule fois, presque solennellement, puis s'avança vers la cheminée. Il renifla longuement les pierres noircies par la suie, puis gratta doucement une dalle branlante du foyer. Damien s'agenouilla. Sous la pierre qu'il souleva, dissimulée dans une cavité étroite, se trouvait une simple clé USB noire, minuscule, sans inscription. Il la tint entre ses doigts, conscient que ce petit morceau de plastique renfermait plus que des données, la vérité. La justice. La mémoire de son frère. Il l'attendit à Lawson. C'est pour cela qu'il est mort. L'agent prit la clé avec gravité. Et grâce à lui, Wells paiera. Je vous le promets. 6 mois plus tard, l'hiver d'Idaho n'était plus qu'un souvenir. La neige s'était retirée, laissant place à une symphonie de vers et de fleurs sauvages. Le vent portait désormais le parfum de la terre mouillée et du renouveau. La cabane, jadis un abri délabré et glacé, était devenue un foyer. Le toit avait été refait, les murs consolidés, les vitres remplacées par de larges carreaux transparents qui laissaient entrer la lumière du matin. Sur le perron en pin fraîchement taillé se tenait Damien Foster, plus mince qu'autrefois, mais le regard apaisé. Ses manches roulées laissaient voir des avant-bras solides, burinés par le travail. La douleur de la perte ne l'avait pas quitté,
Mais elle s'était transformée en quelque chose de plus profond, une paix intérieure forgée par la survie, la justice et un amour nouveau. À ses côtés, Vanessa Brox rayonnait. Ses yeux, autrefois hantés par la peur, brillaient désormais d'une sérénité douce. Dans ses bras reposait un petit être enveloppé d'une couverture bleue, leur fils, Ray. Il était si minuscule, si parfait, endormi contre le cœur de sa mère, ignorant tout des tempêtes qui avaient précédé sa naissance. Un léger gargouillement s'échappa de ses lèvres, sa minuscule main s'agrippa au doigt de Vanessa. Damien s'approcha, caressant tendrement la tête du nouveau-né. « James, murmura-t-il intérieurement, voici ce que tu m'as laissé. Pas seulement la vérité, pas seulement la justice. Tu m'as rendu une raison de vivre. » Le vent fit frémir les branches au-dessus d'eux. La forêt, témoin muette de leurs épreuves, semblait bénir cette nouvelle vie. Au pied du perron, Chief était allongé, son pelage argenté scintillant sous le soleil. Le vieux chien observait la scène, les yeux mi-clos, respirant la paix. Il n'était plus un soldat, plus un instrument dressé pour la guerre. Il était le gardien de ce sanctuaire, le témoin silencieux de la renaissance de son maître. Sa respiration lente se confondait avec le rythme tranquille du printemps. Par moments, il levait la tête, jetait un coup d'œil vers Damien, puis vers Vanessa et le bébé. Et dans ce regard se lisait une promesse muette, « Je veille ». Damien s'assit sur la marche, son bras effleurant celui de Vanessa. « Tu te rends compte » dit-il en contemplant le jardin où les premières pousses s'ouvraient à la lumière. « Il y a 6 mois, cet endroit n'était qu'un champ de ruines. » Vanessa sourit doucement. « Les ruines, c'est le début de tout ce qu'on reconstruit. Parfois, il faut que tout s'écroule pour qu'une vraie vie commence. » Leurs regards se croisèrent, pleins d'une tendresse tranquille. Entre eux, plus besoin de mots. Le silence était devenu un langage d'amour, un pacte né du feu et du froid. Chief remua la queue une dernière fois avant de poser sa tête sur ses pattes. Un soupir s'échappa de sa gueule, à peine audible, comme une exhalation d'âme. Un soupir de contentement. De paix. La lumière dorée du soir baignait la cabane. La vie, enfin, reprenait son cours. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un homme qui a vengé son frère. C'est celle d'une reconstruction, d'une rédemption. Elle nous rappelle que, même après les tempêtes les plus cruelles, la vie trouve toujours un chemin pour refleurir. La loyauté véritable, celle qui lie un homme à son frère disparu, une femme à son courage retrouvé, un chien à sa meute retrouvée, n'est pas seulement une question de protection. C'est une guérison. Un ciment invisible qui relie les âmes brisées et leur permet de recommencer. Comme Chief, certains gardiens ne parlent pas. Ils observent, ils ressentent, ils protègent sans bruit. Ils sont le lien silencieux entre nos blessures et notre salut. Et parfois, le plus grand miracle n'est pas la justice obtenue, mais la simple capacité de respirer à nouveau sans douleur. Dans le murmure du vent, Damien croyait encore entendre la voix de James. Pas un adieu, mais une présence paisible, comme un écho lointain. « Tu as bien fait, petit frère. Continue à vivre. » Alors Damien se leva, prit Vanessa par la main, et ensemble, ils rentrèrent dans la cabane. Le bois craqua doucement sous leurs pas. Chief suivit, sa silhouette argentée glissant dans la lumière du crépuscule. Derrière eux, la porte se referma lentement, non comme une fin, mais comme une promesse, celle d'un nouveau commencement. Car la loyauté, l'amour et la foi ne meurent jamais vraiment. Ils se transforment, se transmettent, se nichent dans les gestes les plus simples, un regard, une main posée, un soupir. Et au cœur des montagnes de l'Idaho, là où le vent porte encore le souvenir des tempêtes, une cabane de bois raconte, à qui veut bien l'écouter, l'histoire d'un homme, d'une femme, d'un enfant, et d'un vieux chien dont la fidélité fut plus forte que la mort.